Pour commencer ma présentation, je tenais à remercier la RHM, l'UNAFAM, Santé Mentale France qui ont permis que cette journée soit organisée et aussi la direction de Saint-Jean-de-Dieu. Je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un certain nombre d'outils qui, je pense, vous intéresseront. Donc sans transition, je vais commencer avec la présentation que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Je vous dis un petit peu comment je l'ai organisée. J'ai organisé une première partie pour qu'on voit ensemble à quel point c'est important, intéressant et puissant de pouvoir accompagner les personnes en situation d'être un aidant. Et ensuite, comme je savais que dans le public il y aurait beaucoup d'aidants, le choix que j'ai fait, c'est de vous présenter deux outils qui sont présents et accessibles sur Lyon, qui sont des programmes de psychoéducation, et j'espère motiver certains d'entre vous à y participer parce que je pense que ce sont des outils qui sont intéressants et à connaître. Voilà, donc la première partie, qui est un retour sur ce qu'on sait de l'aide aux aidants à l'heure actuelle. Et je pense qu'avant de commencer ma présentation, c'est ce message-là qu'il faut qu'on ait tous en tête aujourd'hui. Je pense que dans l'histoire de la psychiatrie, si on regarde en arrière, on n'a pas toujours été très bon dans la manière d'interagir avec les familles, avec les aidants. On a eu on va dire des contradictions. Au minimum, on n'interagissait pas avec les aidants, parfois on pouvait les culpabiliser. Désormais, je pense que toute la recherche médicale, scientifique, psychologique qui a été faite au cours des dernières années a permis de chasser toutes ces idées qui sont vraiment des idées fausses. Et au contraire, toute la recherche actuelle montre bien que pour une personne qui vit avec un trouble psychique, le fait d'avoir une famille, d'avoir un entourage, d'avoir des aidants, c'est un facteur qui est extrêmement positif et déterminant pour avancer vers le rétablissement, pour aller mieux et pour concrétiser ses projets. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous dire. Et moi qui suis un médecin, je considère que les aidants sont des partenaires clés avec lesquels il est extrêmement important de pouvoir interagir, composer. Et donc ce sont des personnes très importantes, à la fois pour les personnes avec un trouble psychique, mais aussi pour les personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement. Alors les aidants, c'est des partenaires clés pour chacun d'entre nous, mais il faut aussi savoir que le fait d'être aidant, ça expose à un certain nombre de risques, et qu'on sait désormais que la population des aidants, c'est une population qui est plus vulnérable que la population générale. Il y a beaucoup de recherches autour de tout ça, pas suffisamment de recherches françaises, mais ça commence à se faire. En tout cas, beaucoup de recherches européennes qui montrent que si on compare l'état de santé des aidants à celle de la population générale, eh bien les aidants se caractérisent par un moins bon état de santé psychique et par un moins bon état de santé physique. Alors psychique, c'est assez intuitif peut-être pour chacun d'entre nous. Quand on accompagne un proche qui vit avec un trouble d'évolution chronique, dont on sait que peut rechuter, qui peut être vulnérable, c'est une source de stress, d'angoisse, parfois de dépression. Donc, le retentissement sur la santé psychique, on le comprend assez bien. Le retentissement sur la santé physique, c'est des moments un peu moins évidents. Il y a beaucoup de raisons pour tout ça, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais au moins deux principales. La première, c'est tout simplement la conséquence de ce moins bon état de santé psychique. Quand on vit avec du souci, du stress sur le long cours, ça a un impact sur sa propre santé physique. Je pense que c'est quelque chose qu'on sait bien désormais. Et puis un autre point, et ça c'est un facteur clé qu'on essaie de prendre en compte dans les dispositifs qu'on développe, et on a beaucoup de paperies de l'UNAFAM qui nous a aidé à ouvrir les yeux sur ce point-là. Les aidants, c'est aussi une population qui souvent priorise l'accompagnement de son proche, parfois au détriment de ses loisirs et de sa propre santé. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de capital à avoir en tête quand on est un professionnel ou quand on fait partie des associations de famille, parce que c'est assez stratégique de pouvoir faire bouger cette dimension-là pour pouvoir être efficace. En bas de la diapositive, je vous ai fait apparaître un terme, c'est le fardeau des aidants. Quand on est aidant, il y a un impact négatif sur sa propre santé. Il n'y a pas que des impacts négatifs à être aidant, il y a aussi des impacts positifs. Ça peut être très gratifiant quand on voit que son proche va mieux, qu'il concrétise ses projets, quand on se sent aidant. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler un peu des impacts négatifs, puisque l'idée, c'est de vous donner un certain nombre de solutions pour justement essayer d'avoir des actions préventives vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, l'impact négatif sur sa santé quand on est aidant, en français, on dit le fardeau. C'est un terme qui n'est pas très joli. En anglais, ils ont un terme plus nuancé, c'est burden, qui désigne des choses un peu plus larges que le simple fardeau, mais je voulais vous le dire parce que ça apparaît souvent dans les rapports ou dans les documents officiels.
Alors, cette diapositive, elle est un peu caricaturale, mais ça permet un peu de figer les choses et de vous dire comment on raisonne, nous, quand on construit des interventions pour accompagner les aidants. Voilà, on considère que les attentes, les besoins des aidants, elles s'organisent autour de ces quatre grands pôles. Les aidants, ils ont besoin d'être informés, d'avoir des connaissances, de mieux comprendre ce qui leur arrive, ce qui arrive à leurs proches, et puis l'organisation du système de soins au sein duquel ils évoluent. Je pense que le système de santé français, il n'est pas facile à comprendre, et le système de soins en santé mentale et en psychiatrie, il est encore plus compliqué, c'est un vrai labyrinthe. Donc les aidants, souvent, ont besoin de connaissances. Ils ont aussi besoin de compétences. Alors les compétences, c'est des outils, des techniques, des stratégies. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard. Et donc ils ont souvent, leur demande, elle tourne autour de compétences pour mieux accompagner leurs proches, pour mieux le soutenir, pour pouvoir lui proposer des choses sans l'irriter, sans que ça tourne à des disputes, ce genre de choses. Et puis dans le carré jaune qui est derrière moi, vous voyez qu'il y a un groupe de compétences auxquelles les aidants pensent souvent moins, mais qui est pourtant un groupe de compétences qui est stratégique. C'est des compétences pour veiller sur eux, pour prendre soin d'eux, pour gérer des situations de stress. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de développer, et vous verrez qu'on a des programmes qui permettent justement de cibler un peu ces différents points. Et puis, le point sur le côté, se construire un réseau de soutien, ça c'est quelque chose de capital. Voilà. Quand on est aidant, souvent, au départ, il y a vraiment cette... je vous apprends rien en disant que les troubles psychiques, malgré tous les efforts qui sont faits à l'heure actuelle, ça reste quand même des troubles qui sont victimes d'une certaine stigmatisation. Donc il y a un isolement souvent qui se fait quand on est aidant. Il y a aussi l'idée que ce qui nous arrive est difficilement communicable ou partageable aux autres, donc ça isole d'autant plus. Et donc un des facteurs vraiment très importants pour permettre aux familles, aux aidants, aux entourages d'aller mieux, c'est de permettre aussi de leur permettre de se construire un réseau de soutien et surtout de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose qu'eux. Voilà. Donc c'est important de rencontrer des professionnels de santé, des professionnels d'accompagnement, mais c'est aussi capital de rencontrer d'autres aidants, souvent des aidants qui ont un peu cheminé, et ça passe souvent par les associations de famille, et c'est ce que j'ai appelé se construire un réseau de soutien social, émotionnel, parce que ça c'est quelque chose qui va permettre de tenir dans la durée. Et vous voyez que dans cette diapositive, chaque mot est important, et j'ai rajouté en haut que tous ces besoins-là, pour les aidants, il faut qu'ils soient accessibles sans condition, et c'est dans cet esprit-là qu'on construit les ressources que je vais vous présenter un peu plus tard, c'est-à-dire des programmes auxquels les aidants peuvent accéder sans condition, sans demander l'avis de leurs proches, sans savoir le diagnostic, indépendamment de la durée d'accompagnement. Voilà. Des dispositifs qui doivent être extrêmement accessibles. Alors vous avez compris, quand on est aidant, il y a un certain nombre de besoins, et ça c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, et désormais il existe un certain nombre d'interventions qui ont été développées à destination des aidants, et moi je vais vous parler d'un type d'intervention aujourd'hui, puisque les deux programmes que je vous présenterai après, c'est des programmes de psychoéducation. Moi je vais vous parler de psychoéducation à destination des aidants. Donc la psychoéducation, c'est ce qu'on aime bien faire en médecine, trouver des mots compliqués pour désigner des choses qui sont assez simples en fait. La psychoéducation, c'est des interventions, alors la psychoéducation pour les aidants, c'est des interventions où on reçoit des aidants, soit en individuel, soit en groupe, soit une famille, soit plusieurs familles, et où on répond à leurs questions. Voilà. Donc c'est ça la psychoéducation, c'est répondre aux questions des personnes et essayer de répondre à leurs attentes, c'est-à-dire répondre aux besoins de connaissances, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis le petit livre, et puis aussi aux besoins en technique, en outils, en stratégie, pour récupérer du contrôle sur leur vie quotidienne, pour mieux soutenir leurs proches, pour mieux interagir avec les professionnels de santé, et aussi pour veiller sur eux, parce que ça c'est vraiment un facteur qui est très important au quotidien. La psychoéducation des aidants, c'est une intervention qui existe depuis une quarantaine d'années. Alors elle est très insuffisamment répandue, je vous l'accorde complètement, mais elle existe depuis une quarantaine d'années. Comme toujours, c'est apparu en Amérique du Nord, au Canada, où ils ont toujours un peu d'avance sur nous. Donc ça veut dire que c'est une intervention qui est très bien évaluée. On a beaucoup de résultats autour de son efficacité, et là dans cette diapositive, je vais vous dire quelques mots de son efficacité, parce qu'il faut le dire quand même. Il faut savoir que cette intervention-là, il faut la promouvoir parce qu'elle est capitale et très efficace. Donc la psychoéducation des aidants, c'est une intervention qui est doublement efficace. Elle est efficace sur les aidants, c'est-à-dire sur les personnes qui participent aux interventions, aux programmes, aux groupes, et ça permet d'aller mieux au niveau de la santé psychique, au niveau de la santé physique, voyez. Et ça permet aussi de savoir ce qui existe autour de soi. Ça permet de savoir qu'il y a des associations de famille,
Ça permet de savoir qu'il existe des unités qui proposent des programmes. Et donc à partir du moment où on sait ça, eh ben, on est en capacité de s'en saisir. Et ça évite de cheminer 10 ans auprès de son proche sans être aidé, en se sentant seul. Voilà. Donc la psychoéducation des aidants, ça a vraiment un impact positif sur les aidants. Et alors ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que ces interventions-là, alors que le proche n'est pas présent, que vous recevez juste les aidants, eh bien ça a aussi un impact très fort sur les patients, les usagers, les personnes qui vivent avec un trouble psychique. C'est-à-dire que vous accueillez l'entourage, la famille, les aidants, et à travers eux, vous avez un impact très favorable sur les proches. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu, qui est ultra bien démontré, c'est des résultats très solides, et vous voyez que dans cette diapositive, je vous donne les résultats qui concernent les troubles schizophréniques, mais on peut dire que ces résultats-là, désormais, ils sont généralisables à tous les troubles psychiques. La psychoéducation des aidants, c'est le type de traitement dans le champ de la santé mentale qui est le plus efficace après les traitements médicamenteux. En psychiatrie, notre manière d'évaluer l'efficacité d'un traitement, c'est de regarder si les gens rechutent ou s'ils sont réhospitalisés. En cancérologie, c'est les décès, voilà. Nous, c'est les rechutes. Eh bien, la psychoéducation des aidants, ça peut permettre de réduire le risque de rechute jusqu'à moins 40%. Pour vous donner un ordre de comparaison, moins 40%, c'est ce qu'on obtient avec un traitement médicamenteux à la bonne dose, bien pris, bien conduit. D'accord ? Donc mon propos, c'est pas de dire on remplace l'un par l'autre, hein, vous avez bien compris. Mon propos, c'est de dire qu'actuellement, dans le système de soins français, on s'est suffisamment bien organisé pour que les traitements médicamenteux soient accessibles à tout un chacun. Et donc désormais, il faut qu'on s'organise pour proposer de la psychoéducation des aidants de manière large, parce que c'est une marge de progression extrêmement importante qui va avoir un impact favorable sur les aidants, sur les usagers, et qui va augmenter la performance et même la résilience du système de santé. Donc c'est vraiment un pari qui est gagnant pour tout le monde, à la fois pour les usagers, les aidants, puis aussi pour les professionnels de santé. Tout ce que je vous dis, hein, c'est pas un truc que je sors complètement de mon chapeau, c'est vraiment reconnu. Et là, je vous fais apparaître les recommandations internationales et les recommandations nationales qui synthétisent un peu tout ce que je vous ai dit, qui prennent en compte tous ces résultats et qui nous disent les choses suivantes. L'aide aux aidants, la psychoéducation pour les familles, pour les entourages, ça doit être le plus tôt possible pour tous les aidants et ça ne doit pas être une seule fois dans la vie d'un aidant, ça doit être un processus durable. Et donc, ça doit s'envisager sous la forme d'un parcours. Et je vous montrerai une petite diapositive pour vous montrer à quoi ça peut ressembler le parcours d'un aidant. Là, je n'ai pas affiché une diapositive, mais c'est souvent une diapositive que je montre aussi. Là, je vous montre des recommandations internationales et nationales. Ça peut sembler un peu déconnecté du quotidien de ce qu'on vit. Hein. Dites-vous que ces recommandations-là, elles apparaissent à l'échelon local. Hein. Dans nos départements, on a des recommandations qui apparaissent dans les plans territoriaux de santé mentale et parfois dans les projets d'établissement. Et je crois qu'on peut être très fiers dans le département du Rhône et dans chacun des établissements, y compris à Saint-Jean-de-Dieu qui nous invite aujourd'hui. L'aide aux aidants, ça fait partie d'un des objectifs qui sont les objectifs prioritaires. Et donc je crois qu'il y a une vraie reconnaissance pour faire avancer les choses. Alors, vous savez, en psychiatrie, pendant longtemps, il y avait cette habitude de temporiser les choses, de dire bon, on attend un peu avant de proposer ça, on laisse les gens maturer, voilà. Là, on n'est plus du tout dans ce paradigme-là désormais, on est dans l'inverse. On est dans l'idée qu'il faut pouvoir aider les aidants le plus tôt possible. Et en 3 diapositives, je vais essayer de marquer un petit peu votre esprit pour vous dire 3 notions clés qui sont les arguments sur lesquels repose cette recommandation d'aider les aidants le plus tôt possible. Première raison, c'est que pour proposer un traitement optimal, il ne faut pas se tenter d'un traitement médicamenteux. Ça, toutes les recommandations le disent. Pour accompagner de façon optimale les personnes qui vivent avec un trouble psychique, il faut associer des traitements pharmacologiques, donc des médicaments, et des traitements non pharmacologiques qu'on appelle les soins de réhabilitation psychosociale et les psychothérapies. Et dans les soins de réhabilitation psychosociale, il y a la psychoéducation des aidants. Donc, premier argument pour pouvoir la proposer largement, c'est une manière de proposer des soins optimums aux personnes qui vivent avec un trouble psychique. Deuxième point, au cours des 15-20 dernières années, la recherche dans le champ de la santé mentale, elle a beaucoup progressé parce qu'elle est devenue plus scientifique et aussi parce qu'on a désormais des outils qui permettent d'explorer les choses et dont on ne disposait pas avant. On a des outils en génétique, en imagerie. Il y a beaucoup de choses qu'on sait désormais. Et un point qui est très important et qu'on sait désormais, c'est que les troubles psychiques sévères, la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, même les troubles de la personnalité, ce n'est pas des troubles qui sont d'un bloc comme ça. C'est des troubles au sein desquels il existe différentes phases. Voilà. Et
au cours des 15 dernières années, il y a une des phases qu'on a beaucoup explorées qui correspond aux 5 premières années des troubles. Les 5 premières années des troubles, on considère actuellement que c'est une période particulière. En médecine, on appelle ça une fenêtre d'opportunité thérapeutique. Ça veut dire que quand on propose des traitements pendant les 5 premières années, ces traitements-là, ils sont plus efficaces que si on les propose après. Alors, pareil, hein, ça ne veut pas dire qu'après les 5 années des troubles, ça ne sert plus à rien de proposer, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit très stratégique et il faut qu'on soit très proactif pendant cette période-là. Et cette recommandation-là, elle vaut pour tous les traitements, elle vaut pour les traitements médicamenteux, mais elle vaut aussi pour la psychoéducation des aidants. Ça veut dire que si vous proposez de la psychoéducation des aidants tôt, pendant les 5 premières années, et ben, l'impact que vous allez avoir sur le proche va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. Et puis pour les familles, ben, ça se résume en quelques mots, il n'y a pas besoin de beaucoup de recherche. Hein. Si vous aidez les familles tôt, dans la première année, dans les premiers mois, ben, c'est beaucoup mieux que de les laisser se débrouiller tout seuls pendant 10 ans, s'épuiser, être en burn-out et arriver vers vous en étant dans une situation de grande détresse. Voilà. Et donc le dernier point que je voulais vous dire aussi, pourquoi c'est important d'intervenir tôt, c'est parce que la psychoéducation des aidants, c'est un processus durable. C'est-à-dire quand vous aidez les aidants tôt, bah c'est très bien. En revanche, il va falloir penser à la suite. Je vais vous présenter des programmes qu'on peut proposer très tôt, qui sont souvent des programmes assez courts. Le besoin de soutien, le besoin d'information des aidants, c'est quelque chose, enfin vous êtes la plupart d'entre vous des aidants, donc je dis des choses qui sont évidentes, hein, mais c'est un processus qui est continu, il y a toujours des nouvelles questions qui arrivent. C'est pas forcément des questions dans des situations problématiques de crise, ça peut être aussi son proche qui va mieux, qui veut reprendre le travail ou les études, ou qui se demande comment en parler à son entourage, enfin, voilà. Donc il y a toujours des questions. Et donc ce besoin d'information, de formation, de soutien, c'est un processus qui continue. Donc voilà, sur cette diapositive, j'ai essayé de vous symboliser à quoi peut ressembler un parcours à destination des aidants. C'est le parcours qu'on essaie de construire ici à Lyon, dans le département. Et vous voyez que c'est un parcours qui a une originalité puisqu'il est, on va dire, composé à la fois d'interventions qui sont proposées par les professionnels de santé, mais aussi d'interventions qui sont proposées par les associations de famille. Donc je crois que l'intervention d'après, c'est les associations de famille, ils vous en diront plus, mais voilà. Moi, voilà comment on compose ce parcours. On crée des programmes de psychoéducation. Moi, je vais vous présenter ces deux-là, Bref et Léo. C'est des programmes qui sont initiaux, courts, et qui permettent aux aidants d'avoir les réponses à leurs questions de base. Ça permet d'acquérir des connaissances et des compétences de base pour s'armer un peu dans cette nouvelle situation qu'on connaît. Et puis ces programmes-là, ils ont aussi comme objectif de dire aux aidants, et il existe d'autres choses. Allez voir l'UNAFAM, allez voir d'autres programmes plus complets qui vont ensuite vous aider à avancer. Alors, je pense qu'ils en parleront après, je n'en dis pas beaucoup plus, mais j'insiste sur l'offre de ressources et de services de l'UNAFAM. L'UNAFAM, c'est une association de famille, j'espère que la plupart d'entre vous la connaissez. Moi, j'ai honte, pendant tout mon internat, je ne la connaissais pas. Donc j'ai fait mal mon boulot, je n'ai pas conseillé les familles. Moi, je pensais que j'étais un bon interne, mais je pense que j'ai loupé certaines choses. Donc voilà, maintenant on rattrape. L'UNAFAM, ils ont une offre de services et de soutien qui est de qualité professionnelle. Donc c'est pas parce que c'est une association de famille que ce qu'ils proposent est moins bien, c'est très bien. Ils ont certains dispositifs qui sont des dispositifs européens validés dans différents pays. Donc voilà, il y a une vraie richesse. Et l'objectif entre professionnels de santé et associations de famille, c'est de se coordonner, de créer des choses qui s'articulent entre elles, qui ne se font pas concurrence, mais qui sont complémentaires. Alors, si vous le voulez bien, pour vous donner un petit peu de concret, je vais vous présenter deux programmes maintenant, qui sont des programmes disponibles sur Lyon, et qui sont des programmes qui ont l'originalité d'être des programmes, on appelle ça, issus de la recherche participative. Ça veut dire qu'ils ont été créés par des professionnels de santé, en collaboration avec les associations de famille. C'est pas juste, on fait ça pas juste parce que c'est la mode, on fait ça parce qu'en fait ça rend les choses beaucoup plus efficaces et pertinentes. Et moi qui ai fait ça dernièrement, je vous avoue que c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Donc là, je vais vous présenter un programme initial dont l'objectif principal, c'est d'apporter des informations aux familles, donc d'apporter des connaissances. C'est pour ça que je vous ai fait apparaître le petit livre là. Ce programme, c'est un programme qui s'appelle Bref. Donc Bref, c'est pas un acronyme, hein, c'est juste, ça veut dire court. C'est plus joli que court. Et c'est un programme qui a été créé par mon service en collaboration avec l'UNAFAM. Ce programme-là, c'est un programme unifamilial. Ça veut dire qu'on accueille une famille à la fois, en l'absence du proche concerné. Donc ça, si vous voulez en débattre, on pourra en parler. Hein.
Il y a un aspect stratégique à faire ça. C'est un programme qui est co-animé. Donc il y a 2 professionnels de santé qui reçoivent l'entourage. Et à la 3e séance, ce binôme d'animateurs est rejoint par un 3e animateur qui est un bénévole d'une association de famille. Ici, chez nous, c'est l'UNAFAM. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a des messages, des informations qui sont beaucoup plus percutants, beaucoup mieux entendus s'ils sont dits par des aidants, des personnes qui sont passées par là. Il y a des messages qui sont mieux entendus s'ils sont dits par un professionnel de santé. Il y a d'autres messages qui sont beaucoup plus percutants si c'est un bénévole, une personne qui est passée par là qui vous les dit. Et puis, ces personnes qui co-animent le programme avec nous, ces bénévoles, ils appartiennent à l'UNAFAM, l'association de famille. Donc ils savent très bien expliquer les offres de ressources et encourager les aidants à rencontrer les associations et à se tisser ce réseau de soutien qui est capital sur la durée. Le programme bref, c'est un programme court, 3 séances, 1 heure par séance et un rappel téléphonique à 3 mois. Donc vous voyez que c'est un programme qui est peu engageant, mais qu'on peut proposer aux familles finalement et qui est très fortement acceptable, y compris très tôt dans le parcours. Nous, on essaie de le proposer dans les premiers mois, dans les premières semaines de maladie d'un proche qui suit une hospitalisation ou un premier rendez-vous. Ce programme-là, il est accessible sans condition. Vous vous souvenez de ce que je vous disais, hein. C'est un programme qui est accessible sans condition de diagnostic. C'est-à-dire que vous pouvez demander à participer au programme, y compris si le diagnostic de votre proche n'est pas encore connu. En psychiatrie, ça met longtemps avant de connaître un diagnostic. Y compris si vous ne connaissez pas le diagnostic de votre proche, parce qu'il n'a pas voulu vous le dire ou parce qu'il a changé dans le temps. Donc c'est accessible. Il est accessible sur demande spontanée des aidants. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller demander à son proche, vous pouvez lui en parler ou pas, mais c'est une intervention qui est pour les aidants, pour eux. Donc ça veut dire que s'ils la demandent, ils en bénéficient, quoi qu'il arrive. Et l'organisation à Lyon est faite de manière à ce que, à l'heure actuelle, vous pouvez en bénéficier sans condition sectorielle, c'est-à-dire que vous nous appelez, vous appelez Saint-Jean-de-Dieu. Si vous êtes à Saint-Jean-de-Dieu, vous avez la possibilité de bénéficier de Bref. Si vous êtes au Vinatier, vous avez la possibilité de bénéficier de Bref. Et moi, mon service, c'est un service intersectoriel, c'est-à-dire que si votre hôpital ne propose pas Bref, on vous accueille quand même, donc vous avez la possibilité d'en bénéficier. En quelques mots, hein, le programme Bref, il s'organise comme ça, 3 séances, une séance pour vider son sac et pour que les professionnels de santé comprennent bien ce qui arrive à l'entourage qui est reçu. Une séance où on focalise les questions sur le système de santé, ce qui arrive aux proches, le trouble psychique. Nous, la difficulté dans le champ de la psychiatrie, c'est que nos maladies, elles sont compliquées à expliquer, à comprendre. Quand vous êtes un orthopédiste et que vous soignez des gens qui se sont cassés une jambe, on arrive bien à comprendre ce qui s'est passé quand même. J'aime bien les orthopédistes, hein, donc je crois que c'est personne dans la salle. Mais c'est vrai que nous, c'est un peu plus compliqué. Il y a des symptômes où on se demande si c'est des symptômes ou si son proche qui a changé de caractère. Donc voilà, il y a des choses à expliquer. Et puis, le 3e rendez-vous, il est dédié aux aidants. C'est-à-dire, alors ça c'est plus difficile, c'est en tant que famille, en tant qu'entourage, quel est l'impact de cette situation sur vous, à quoi vous avez renoncé, et qu'est-ce que vous pourriez remettre en place pour vous préserver sur la durée. Ça, c'est les associations de famille qui nous ont dit qu'il fallait absolument privilégier ce temps-là, et donc c'est tout l'intérêt justement de concevoir des choses avec l'UNAFAM, avec les associations de famille. Ça rend les programmes extrêmement utiles, efficaces et pertinents. Et on rappelle les aidants à 3 mois, toujours dans cette idée de les encourager à poursuivre leur parcours. On les appelle pour savoir comment ils vont. Et on les appelle aussi pour savoir s'ils ont pris rendez-vous avec l'UNAFAM, si ils se sont décidés à s'inscrire à un autre programme. En tout cas, on essaie de ne pas les laisser au bord de la route. Voilà, le programme Bref, en quelques mots, c'est un programme qui est individualisé. Ça permet d'accueillir une famille et d'apporter une réponse assez précise à une situation particulière. C'est un programme qui est court, donc il est facile à proposer très tôt et à beaucoup de familles. Voilà. Et c'est un programme qui a vraiment un objectif de connecter les aidants avec le parcours. Vous vous souvenez de mon image, de dire aux aidants tout ce qui existe et de ne pas les laisser dans l'ignorance. Là, je passe un peu vite, c'est simplement pour vous présenter quelques outils qu'on utilise dans le programme. On utilise des images, ça permet de ne rien oublier dans les questionnements des aidants. Et puis, on utilise aussi des outils psychoéducatifs, des planches illustrées qui permettent d'expliquer des concepts qui, des moments, sont compliqués, avec des notions simples, des petites images, et de rattacher ces concepts compliqués à des aspects de quotidien, de la vie. Donc là, je vous ai appliqué le modèle vulnérabilité-stress, qui est en fait le modèle habituel qu'on a de compréhension des causes de survenue des troubles psychiques. Donc c'est un modèle qui est assez compliqué quand on le dit de manière scientifique, mais quand on l'illustre sous forme de petites images comme ça, c'est quelque chose qu'on peut s'approprier et qu'on peut expliquer très bien.
Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le programme BREF, c'est un programme qui est destiné aux aidants, qui a été créé pour les aidants accompagnant un proche avec un trouble psychique, mais que désormais on décline. Et désormais, le programme BREF, il peut aussi accueillir des aidants qui accompagnent un proche qui vit avec une addiction, un trouble d'usage, et aussi un proche qui a un trouble du spectre de l'autisme ou du neurodéveloppement. Ça veut dire qu'on essaie d'étendre ces choses-là. On a d'autres déclinaisons de BREF, mais qui sont peut-être qui sont un peu moins abouties autour du trouble du comportement alimentaire et autour des troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc le programme BREF, c'est un programme qui est évalué, qui est efficace. Donc ça, c'est quelque chose auquel on fait très attention, parce qu'en psychiatrie, en santé mentale, on est défavorisé par rapport aux autres spécialités médicales, parce que nos programmes, c'est pas des médicaments, c'est pas des chirurgies, c'est pas des IRM, des choses très techniques. Donc ça veut dire quand on va présenter nos programmes où on accueille des gens et on leur parle, nos tutelles aux ARS dans les ministères, ils ont l'impression que c'est pas très efficace, que ça ne sert à rien, que c'est une nouvelle idée des psychiatres d'aller discuter avec les gens. Or, les programmes, ils sont très très efficaces. Donc je vous dis juste en 2 mots à quel point le programme BREF est efficace. Donc ça, c'est des données d'ici, du département du Rhône. Le programme BREF, vous voyez qu'on a 60% pratiquement des aidants qu'on accueille avant le programme BREF qui sont déprimés. Voilà. C'est une échelle de dépression ultra validée. En population générale, ça serait 4 à 8%. Ici, c'est 60% pratiquement. Vous voyez. Rien que ça, c'est un argument qui est extrêmement fort et important à montrer à nos décideurs, à nos politiques, parce que quand vous avez 60% de personnes qui sont dans une situation délicate, eh bien c'est inenvisageable de ne pas leur proposer des interventions. Ensuite, le programme BREF, c'est un programme qui permet d'améliorer la situation des aidants. Donc là, sur ce petit schéma, vous voyez que le fardeau des aidants diminue après le programme et qui continue de diminuer à 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose d'encourageant. On sait que cet effet-là, il risquerait de s'évaporer avec le temps. C'est pour ça que c'est important de faire en sorte que les aidants rencontrent des associations de famille ou fassent d'autres programmes plus complets. Et vous voyez que le programme BREF, ça fonctionne, puisqu'on a à peu près 20% d'aidants qui poursuivent leur parcours, qui font un autre programme, comme Léo, dont je vais vous parler juste après, ou comme Pro-Famille, que certains d'entre vous connaissent certainement, parce que c'est aussi un programme qui existe depuis longtemps en France, et on le remercie beaucoup d'être là, parce qu'il a préparé un terrain fertile pour qu'on s'implémente nous aussi. Et vous voyez qu'on a 18% des aidants qui prennent contact avec une AFAM, des nouveaux aidants, des nouveaux arrivés à une AFAM, et donc ça aussi c'est une vraie réussite, on s'en félicite. Donc voilà, je vous ai présenté un programme très simple qui s'appelle BREF, qui est disponible ici à Saint-Jean-de-Dieu, qui est disponible au Lunatique, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et maintenant je vais vous présenter un autre programme qui cette fois-ci essaie de proposer non plus uniquement des connaissances, mais plutôt des compétences, des outils, des stratégies aux familles. Donc pourquoi je vous affiche ce vélo? C'est parce que les compétences, c'est quelque chose de plus difficile à donner aux aidants. Pourquoi je vous montre le vélo? Parce que si vous avez envie d'apprendre à faire du vélo, vous pouvez vous acheter plein de livres sur les vélos, vous pouvez accrocher des posters de vélo dans votre chambre, vous pouvez vous trouver des petites maquettes de vélo, vous pouvez faire tout ça, regarder des documentaires sur le vélo, vous ne saurez jamais faire de vélo. Pour savoir faire du vélo, il faut être monté sur du vélo et puis avoir essayé. D'accord? C'est pareil pour les compétences. Quand on veut donner des compétences aux personnes, il faut les entraîner. Donc il faut des techniques pédagogiques particulières pour que ça ne reste pas juste un truc théorique que les personnes ne vont pas mettre en œuvre dans leur quotidien. Et donc là, je vous présente un programme qui a été construit comme ça, pour donner des compétences aux aidants et pour qu'ils puissent les utiliser au quotidien ensuite. Donc les compétences qu'on va adresser pendant ce programme-là, c'est des compétences pour mieux accompagner son proche, pour prendre soin de soi. Et puis comme c'est un programme, comme le programme que je vais vous présenter est multifamilial, qu'on appelle plusieurs familles à la fois, bah, ça contribue à se construire un réseau de soutien, parce que souvent ces programmes-là, bah, ça permet de rencontrer d'autres familles qui ont vécu la même chose, ça tisse des liens très forts, et souvent les familles restent en contact. Nous, Léo, c'est un programme qu'on a fait, je crois que c'est notre 12e session, 11e ou 12e session, il y en a des familles qui ont fait leur première session, qui sont toujours en contact. Et c'est quelque chose d'assez habituel pour les familles qui ont fait des programmes de psychoéducation, pro-famille. Il y a beaucoup de familles qui restent en contact, et ça c'est vraiment très fort. Donc voilà, Léo, c'est un programme de psychoéducation multidiagnostique, ça veut dire que c'est pareil, il est accessible sans condition, vous pouvez y accéder quel que soit le diagnostic de votre proche, y compris si vous ne connaissez pas le diagnostic de votre proche, y compris si le diagnostic n'est pas encore formulé. Il n'y a pas il n'y a pas de prescription médicale, c'est vous qui demandez et on vous inscrit au programme Léo. Si vous pensez que votre proche va mal le prendre, c'est un soin pour vous, vous y accéderez quand même. Le programme Léo, c'est 8 séances de 3 heures. Alors ne prenez pas peur, vous n'êtes pas réinscrit à la fac ou en terminale au lycée. C'est des séances qui sont bien organisées. Il y a à peu près 40 minutes de théorique et tout le reste, c'est de l'exercice, s'exercer
pour pouvoir acquérir les compétences qu'on a envie de délivrer pendant le programme. Et donc voilà les compétences qu'on propose, les grands groupes de compétences qu'on propose dans le programme Léo. Donc on appelle ça des stratégies de coping, parce qu'on aime bien utiliser des anglicismes, donc on n'est pas des Canadiens. Et donc vous voyez que ça se distribue en 2 blocs principaux. Un bloc de compétences qui est autour, que je vous ai mis en noir, qui est autour de mieux accompagner son proche, mieux communiquer avec lui, le soutenir dans tout ce qu'il entreprend, dans ses projets, dans les changements de comportement qui vont l'aider à aller mieux. Donc c'est pas faire pour lui, c'est pas l'obliger, c'est l'accompagner efficacement. Voilà. Et quand on est aidant, je pense que ça c'est quelque chose qu'on partage avec les professionnels. Quand on est un professionnel de santé, on a envie de conseiller les gens. Voilà. Donc on donne des conseils et puis souvent, paf, on se prend le réflexe correcteur, la personne elle ne vous a rien demandé, elle vous dit non, ça ne te regarde pas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà essayé de conseiller d'arrêter de fumer à quelqu'un? Voilà. Est-ce que vous avez été bien reçu? Voilà. Donc là, dans les outils qu'on propose dans Léo, c'est des outils qui ont été développés justement pour accompagner les personnes et pour préserver la relation dans ce changement de comportement et d'attitude. Et puis, dans la partie orange, là, que vous voyez sur le bas de la diapositive, c'est des compétences pour prendre soin de soi. Tenir bon dans la durée, donc c'est des techniques de relaxation, de gestion du stress. Et puis c'est une technique qui s'appelle le ZRM, qui n'est pas très bien connue en France, mais qui en fait vise à adopter de bonnes habitudes pour soi et surtout les maintenir dans la durée. Donc je vais vous donner un exemple, pareil, je pense que vous avez tous fait le réveillon déjà et pris des bonnes résolutions, plus manger de chocolat, 3 tablettes de chocolat par semaine et puis aller à la piscine 2 fois par semaine. Donc ça, vous dites ça le 1er janvier, puis le 15 janvier, vous avez déjà acheté 6 tablettes de chocolat et vous êtes allé 0 fois à la piscine. Voilà. Donc le ZRM, c'est une technique qui aide à choisir des objectifs adaptés pour chacun. C'est-à-dire pas des objectifs trop ambitieux, des objectifs réalistes, et ensuite à s'y tenir. Voilà. Choisir des objectifs qui sont en cohérence avec ce qu'on est, et puis essayer de les maintenir sur la durée. Ça, c'est des ingrédients qui sont très puissants pour aller mieux, pour se préserver, et ça vaut pour tout le monde, mais ça vaut beaucoup quand on est un aidant. Donc sur cette diapositive, je vous fais apparaître plus en détail les différentes compétences qu'on essaie de développer pendant le programme. Il n'y en a pas énormément, hein. Mais c'est des compétences qui sont très importantes et notre objectif, c'est pas de faire un programme qui est extrêmement exhaustif où il y a des milliers de compétences. L'objectif, c'est d'en avoir une dizaine et d'être sûr qu'à la fin du programme, les personnes savent les utiliser et qu'elles ressortent du programme avec une petite boîte à outils qui va leur rendre service sur la durée auprès de leurs proches, auprès des professionnels de santé ou des professionnels d'accompagnement, et puis pour eux-mêmes. Voilà. Et donc ce contenu, il est d'autant plus efficace qu'il a été décidé, choisi, sélectionné en collaboration avec les associations de famille et ensuite testé avec eux. Donc comme c'est beaucoup des compétences, hein, c'est ce que je vous disais, je reprends mon image du vélo, c'est pas la même chose que... ça nécessite d'adapter ces techniques pédagogiques. On ne peut pas faire un cours magistral pour expliquer aux gens comment mieux communiquer. Il faut mettre la main à la pâte, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un programme où il y a beaucoup de mise en situation, où on s'entraîne à utiliser les outils, on s'entraîne entre soi, avec les autres aidants, avec les autres familles qui sont présentes dans le groupe, on s'entraîne avec les professionnels de santé qui animent le groupe, et on s'entraîne dans plein de situations, des situations faciles et puis des situations plus difficiles. Donc comment mieux communiquer avec son proche, comment mieux communiquer avec une équipe soignante, et puis des moments comment mieux communiquer avec son proche, y compris quand il va très mal, quand il est en crise, qu'il a beaucoup de symptômes. Sur cette diapositive, je vous fais apparaître un peu le programme de Léo, vous voyez. Donc ça commence par des connaissances médicales, c'est une petite base, des rappels, parce que ça fait jamais de mal et qu'il y a toujours des questions un petit peu autour de ça. Et puis ensuite, il y a 4 séances sur comment mieux communiquer avec son proche, comment savoir manifester de l'empathie, comment le valoriser, comment formuler un message précisément, en étant sûr d'être bien compris. Donc ça vaut pour son proche, mais ça vaut aussi évidemment pour les équipes soignantes, hein. Parce que nous, les moments où on ne comprend pas forcément bien, on va vite, donc voilà. Donc les outils qu'on utilise, c'est l'entretien motivationnel, je vous en dirai juste un mot après. Et puis 3 séances autour de mieux prendre soin de soi. Donc c'est cet outil ZRM qui est un outil allemand, qui est méconnu en France, mais qui est beaucoup utilisé en Allemagne, en Suisse et dans l'Italie du Nord, et qui est un outil bien reconnu désormais pour lutter contre le burn-out des personnes. Voilà. Et tout au long du programme, on vous apprend aussi des petites techniques de gestion du stress. Alors l'objectif du programme, c'est pas que vous donniez des maîtres yogis à la fin des 8 séances, hein, mais c'est d'avoir des petits outils faciles à utiliser et qui peuvent vous rendre service au quotidien et que vous pouvez appliquer en quelques minutes, n'importe où.
Donc comme tout à l'heure, je vous donne juste un petit exemple d'outil qu'on présente dans ce programme, c'est l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel, c'est un type de communication, c'est une manière d'échanger avec les personnes collaborative. Donc c'est un outil qui a été développé dans le champ des addictions. Les addictions, c'est les personnes qui travaillent dans le champ de l'addiction, c'est les rois de vouloir vous faire changer votre comportement, quoi. Voilà. Et donc c'est un outil qui permet d'accompagner un changement de comportement, une prise de conscience, mais de manière non agressive, non intrusive. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'esprit de la collaboration. Mais c'est un outil qui est très très efficace. Et ça c'est un peu scientifique, mais c'est pour vous dire qu'il est très efficace et qu'il est beaucoup utilisé. Et vous voyez qu'il n'est pas utilisé uniquement dans le champ de l'addiction ou de la psychiatrie, mais il est utilisé par plein de branches de la médecine et qu'il permet d'avoir des bénéfices très importants sur plein de modifications en lien avec l'hygiène de vie, l'hygiène de santé. Et c'est un outil qui est tellement puissant qu'on l'enseigne qu'on le propose qu'aux professionnels de santé ou aux personnes dans des situations d'aidance, parce que s'il était utilisé à de mauvais escients, on pourrait le comparer à de la manipulation. On met entre vos mains des outils qui sont puissants, il faut savoir les utiliser. Le programme Léo, c'est un programme qui est évalué aussi. On fait toujours pareil, on évalue nos programmes parce que ça permet de les défendre. Ça permet ensuite d'aller dire aux autorités de santé, vous voyez, les aidants, c'est une population très importante, une population fragile. On a développé des interventions qui sont efficaces, vous devez nous aider financièrement, organisationnellement, à les mettre en place. Donc là, je vous donne juste deux petites diapositives. C'est un programme qui est censé être multidiagnostique et qui est réellement multidiagnostique. On accueille des aidants concernés par plein de situations différentes. PEP, ça veut dire premiers épisodes psychotiques. Et vous voyez qu'on a presque 25% des aidants, un quart, qui accompagnent un proche dont le diagnostic n'est pas connu. Donc ça, c'est vraiment hyper stratégique. Et c'est pas grave de ne pas connaître... Enfin, c'est pas grave. Si, c'est important, au bout d'un moment, de connaître son proche. Mais c'est pas nécessaire d'attendre ça. On peut être aidé, accompagné efficacement avant cette étape-là. Et le programme Léo, c'est un programme qui est efficace sur la dépression, sur le fardeau des aidants. J'ai mis les flèches vers le bas parce que ça permet de réduire ça. Et c'est un programme qui est évalué et qui permet d'augmenter les compétences des personnes. Ça veut dire que les aidants qui participent à ces programmes-là, donc c'est les données qu'on a récoltées auprès des 10 premières sessions de Léo, permettent d'améliorer les compétences des familles, des entourages, des aidants qui participent au programme. Voilà, donc je vous ai présenté ces deux programmes-là. Bref, Léo, ils sont accessibles ici, donc n'hésitez pas à y recourir. Et pour terminer mon intervention, je voulais vous donner un petit peu des perspectives et dire un petit mot peut-être de stratégies qui utilisent des nouvelles technologies. Alors, nous, vous avez compris, quand on crée nos programmes, on les crée, on est un peu stratégique, on essaie de faire en sorte que ces programmes-là ils puissent être mis en place dans le plus d'endroits possible. C'est-à-dire qu'on les crée multidiagnostiques pour qu'ils puissent concerner le plus de personnes possible. Et on les crée pas très compliqués, pour qu'ils ne soient pas gourmands en infirmiers, psychologues, médecins et en compétences. C'est des programmes où on se forme vite, facilement, et le but, c'est parce que vous savez tous très bien que le système de santé actuel, on est un pays riche, mais on ne coule pas sous les médecins, on ne coule pas sous les infirmiers, on ne coule pas sous les psychologues. Donc en fait, il faut créer des programmes qui soient cohérents avec cette réalité-là, et donc on crée des programmes qui peuvent se diffuser un peu partout. Mais malgré ça, on est lucide. On sait qu'en France, il n'y a pas que des grandes villes, il n'y a pas que Lyon, Marseille, Paris. Il y a aussi des déserts médicaux, des zones rurales, des endroits où c'est très difficile de mettre en œuvre ces choses-là. Et puis on sait aussi qu'il y a des populations d'aidants qui sont plus difficiles à capter. Les aidants qui travaillent, parfois, c'est difficile pour eux de se libérer. Il y a des aidants qui n'ont pas encore intégré la notion qu'ils sont aidants, donc ils ne perçoivent pas tout de suite la nécessité de se faire aider. Ils voient bien qu'ils ont besoin d'aider leurs proches, mais qu'eux, ils ne sont pas encore convaincus. Puis il y a toute la catégorie des jeunes proches, des jeunes aidants. Ceux-là, on a plus de difficultés à les avoir dans le programme. Souvent, ils ne se sentent pas légitimes. Voilà. Donc nous, on essaie de réfléchir à ça. Et prochainement, ça sera probablement au printemps prochain, on aura une déclinaison du programme Léo qui sera accessible sous format numérique. Voilà. C'est-à-dire le programme Léo, on en a toute une partie qu'on a adaptée sous format digital. Et bon, alors on est lucide, hein, ça ne remplace pas le fait de rencontrer d'autres familles, d'être présent, d'échanger. Mais on se dit que cet outil-là, il pourra servir de module de révision pour les familles qui ont déjà fait Léo. Et puis peut-être qu'il pourra donner envie à certains qui sont loin, qui ont accès à rien, pour faire des choses. Et on se dit que en tout cas c'est mieux que rien, et que dans les endroits où il n'y a rien, eh ben, avoir accès à ça, c'est quand même pas mal. Et pour terminer, je voulais vous donner un peu quand même une notion encourageante, c'est vous reparler de Bref. Donc c'est un programme qui existe depuis 2016, on forme les équipes depuis 2018, et donc voilà l'état des lieux en France. Hein.
On a formé beaucoup de monde en France, donc vous voyez qu'il y a une vraie prise de conscience, hein. Il y a encore une énorme marge de progression, je vous l'accorde, mais voilà, c'est encourageant, il y a un changement de pratique. On a formé beaucoup d'équipes en France, et tous les petits points rouges, c'est les centres qui proposent Bref en France. C'est pas exhaustif, parce que on n'a pas les moyens humains de recenser tout le monde, mais en tout cas, c'est assez encourageant. Et on a créé, pareil, une petite application qui s'appelle eBref. C'est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, elle est gratuite. Il faut taper Bref aidant sur les moteurs de recherche, où il faut flasher le QR code. Cette application eBref, elle est utile parce que c'est un annuaire, en fait. Cette application eBref, elle recense les équipes qui proposent le programme Bref à travers la France. Elle recense les délégations UNAFAM et elle recense les équipes qui proposent Profamille. Donc si vous êtes un professionnel de santé ou si vous êtes un aidant, et que vous avez envie de savoir dans quels endroits, quelles équipes proposent ces programmes, eh ben, vous pouvez regarder cette application-là. Elle n'est pas complètement à jour, on essaie de la maintenir à jour, mais en tout cas ça peut vous donner des pistes, ça peut vous donner des solutions. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je réaffiche, pour moi, la diapositive qui est peut-être la plus importante d'aujourd'hui, c'est les solutions. Hein. Donc, je réaffiche le parcours des aidants. C'est ce qui existe ici à Lyon. Donc voilà, c'est vraiment le truc à regarder. Donc, Bref, Léo, l'UNAFAM, et puis des programmes très efficaces et un peu plus longs. Profamille, qui est pour les familles concernées par la schizophrénie, et Connexion familiale, qui est pour les familles qui accompagnent un proche avec un trouble borderline. Je crois que j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps de parole. Je vous remercie beaucoup, et puis je suis à disposition sur les questions. Alors à Lyon, on a un peu de chance parce qu'on est une ville qui est quand même... pour moi qui me balade pas mal en France pour former d'autres équipes, j'ai conscience qu'à Lyon, on n'est pas dans une situation idéale, je le sais bien, mais il y a des villes où c'est vraiment terrible et vraiment effrayant. Donc à Lyon, on a quand même quelques moyens. Et donc à Lyon, à l'heure actuelle, ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est centré dans un premier temps sur les troubles psychiques sévères, sur la psychiatrie publique, parce que c'était là qu'il y avait vraiment une marge de progression et de manœuvre importante. En revanche, on forme très largement, et donc on a des équipes de cliniques qui ont été formées au programme Bref, des hôpitaux de jour privés qui ont été formés aussi. Et puis, ensuite, toutes les équipes qui se forment ensuite s'organisent et décident d'elles-mêmes, en fonction des moyens dont elles disposent, quelles équipes elles choisissent d'accueillir. Donc, en fonction des moyens disponibles, souvent les hôpitaux font le choix d'accueillir les familles qui habitent sur leur secteur géographique ou dont les usagers vivent sur leur secteur géographique. En revanche, le CLAP, là, donc le service dont je m'occupe, et dont vous avez l'adresse là, nous, on n'a pas de restriction. C'est-à-dire que pour Lyon, et même on va dire en région, on accueille toutes les familles, quel que soit leur lieu de vie, le lieu de vie de leurs proches, et quelle que soit leur modalité de suivi, y compris si c'est du suivi libéral ou médico-social. Et notre objectif, c'est de créer de plus en plus d'équipes qui animent Bref, pour que ça soit accessible. Désormais, on a des familles qui se sont inscrites et qui accompagnent un proche avec un trouble du neurodéveloppement, un trouble du spectre autistique. Et ça, c'est un message aussi que je voulais dire. C'est quand on est aidant, il y a des besoins spécifiques liés à la pathologie du proche, mais il y a aussi des besoins qui sont de nature générale. Et les outils qu'on a créés, Léo, il répond à des compétences qui sont d'ordre général. Donc ça veut dire qu'on peut accueillir des familles concernées par plein de situations différentes et qui bénéficient de ça quand même. Et puis le programme Bref, lui, comme on s'adapte à chaque famille, eh bien, on a la possibilité d'accueillir quel que soit le diagnostic, parce qu'à chaque fois, on a la possibilité de répondre précisément à la situation qu'on accueille. Bien, merci beaucoup Romain Rey pour votre intervention. Merci beaucoup d'être venu avec tous les amis.